Remue Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Quelle stratégie pour les PME sénégalaises face aux investissements des multinationales? Comment l'État doit-il les accompagner pour leur développement? Que doivent-elles faire pour supporter la concurrence? L'enfance est-elle en danger au Sénégal? Comment la société doit-elle les protéger? Quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Quelle lecture faire de la guérilla politique entre pouvoir et opposition? Le ministre de l'Intérieur doit-il démissionner ou bien est-il victime de manipulation? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue Ménage reçoit ce dimanche 4 mars 2018 Ibrahima Dia, ancien directeur du MCA Sénégal, socio-économiste, spécialiste du développement local, et Biram Mboup, journaliste, directeur de publication du mensuel Le Courrier africain. Remue Ménage, dimanche 10h-11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité, RFM. Dimanche 4 mars 2018. Bienvenue et merci d'être à l'écoute de Remue Ménage. Avec nous, Dr Ibrahima Dia, socio-économiste, environnementaliste, expert en sociologie rurale, ex-directeur général de Millennium Challenge à Compte Sénégal. Biram Mboup, journaliste, directeur de publication du mensuel Le Courrier africain. Biram a exercé son métier de journaliste en France, un peu partout en Europe et en Suisse. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelque temps, le Sénégal semble être une terre de compétition pour les puissances étrangères. La France, la Chine, la Turquie. Après la visite du président Macron, qui a signé dans la foulée des contrats pour les entreprises françaises, le chef de l'État turc était lui aussi à Dakar. On parle de beaucoup de PME et de PME sénégalaises par rapport justement à ces contrats qui ont été signés. Ibrahima Dia, quelle doit être, à votre avis, la place des PME sénégalaises dans ce dispositif? Merci Alassane, je vous remercie de cette invitation et de cet intérêt que je vois que vous portez particulièrement la problématique des PME dans chaque fois dans ces émissions, puisque tout le monde convient que les PME constituent, disons, l'élément principal pour que la croissance dont on parle, qu'elle soit inclusive, puisque, comme vous le savez, le PSE parle de croissance inclusive et la modalité de cette croissance inclusive ne peut pas se faire sans les PME. Mais l'analyse montre que, du point de vue général, les PME sont, on dirait même pas faibles, mais il n'y a presque pas de PME. En réalité, le tissu d'entreprise est tellement faible que parler de place pose même problème. Et la priorité, c'est d'abord comment faire pour qu'il y ait un tissu de PME, comment développer des stratégies pour que l'entrepreneuriat se développe. Puisque toutes les enquêtes récentes le montrent, toujours d'ailleurs, depuis toujours, nous n'avons pas un tissu d'entreprise. Ce qu'on appelle un peu la densité entrepreneuriale est très faible. Quand on regarde les statistiques en Europe, l'Allemagne est autour de 0,01, 0,6 à peu près de densité. La France un peu moins, etc. Mais nous, on est à 0,00. Il faut compter plusieurs zéros pour avoir la densité. Ça veut dire que nous n'avons pas d'entreprise. C'est d'abord la première problématique. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas encore la mise en œuvre de stratégie pour promouvoir cette incitation. Et là, on va revenir là-dessus, puisqu'il y a des chantiers qui étaient ouverts avec le PSE, mais qui jusqu'à présent n'ont pas encore donné les résultats. Oui, Biram Mboup, par rapport à cette arrivée de puissances étrangères, de multinationales, qui trouvent pratiquement sur la place sénégalaise rien. Merci Alassane de m'avoir invité. Donc je salue aussi donc les auditrices et auditeurs de la RFM. Donc voilà, justement pour répondre à votre question, je crois qu'il faudrait dans un premier temps assainir le milieu justement de l'entrepreneuriat au Sénégal. Parce que comme l'a si bien dit Ibrahima, il n'y a pas véritablement, disons, des PME au Sénégal.
Et aujourd'hui, les enjeux sont colossaux, sont énormes au Sénégal. Pour que les entreprises étrangères veulent toutes venir s'installer au Sénégal, c'est parce qu'il y a des intérêts. Donc il faudrait un cadre juridique bien défini pour qu'elles puissent venir exercer et nouer des relations de partenariat avec nos entreprises. Oui. Ibrahima, aujourd'hui, on parle de Sénégal qui peut devenir dans quelques années un pays pétrolier, gazier. On a vu l'intérêt même que les Turcs ont pour le Sénégal par rapport aux hydrocarbures. Qu'est-ce que l'État doit faire en interne pour qu'il y ait un tissu industriel capable aujourd'hui de faire face? Oui, Alassane, en fait, je pense qu'on le dit souvent au Sénégal, beaucoup de choses sont déjà faites, mais c'est l'application qui pose problème. Vous savez que il y a 3 ans, le président de la République a lancé une initiative pour l'élaboration d'une loi sur la modernisation de l'économie et le développement des PME. Je crois que ça fait maintenant 3 ans. Et si vous faites le travail de revue des directives des conseils interministériels, je crois que chaque 3 mois, le président rappelle l'urgence de mettre cette loi. Je me rappelle en début 2017, le premier conseil des ministres avait annoncé qu'il était demandé au gouvernement d'amener cette loi avant le premier trimestre. Aujourd'hui, on est au premier trimestre de 2018 et cette loi n'est toujours pas appliquée. Or, toutes les problématiques que nous posons sont dans cette loi. J'ai eu l'honneur ou la chance de coordonner l'élaboration de cette loi avec d'éminents experts comme M. Sané, que vous invitez souvent, M. Lo, qui est un expert des PME, et tout un processus participatif avec tous les secteurs privés. Mais malheureusement, cette loi est toujours dans les tiroirs. Et voilà un peu, je crois, les problèmes. Or, cette loi dit clairement que les PME, c'est un enjeu de sécurité nationale d'abord. Voilà un peu comment c'est posé. Comme aux États-Unis, comme ailleurs, les gens estiment que les PME, c'est d'abord un problème de sécurité nationale. Un pays qui n'a pas un tissu de PME est un pays qui est voué à perdre sa souveraineté. Et donc, il faut l'accompagner, il faut tout faire pour qu'il y ait un tissu de PME fort, d'abord. Deuxièmement, les PME sont les instruments pour développer la recherche et développer l'innovation. Vous le savez, même aux États-Unis, les innovations ne viennent pas des grandes entreprises, mais des PME. Et donc, si nous ne faisons rien et que nous attendons que les gens viennent, ils vont venir avec des milliers de PME. Prenons l'exemple de l'UMOA et de la CEDEAO. On a ouvert maintenant la CEDEAO et vous avez toutes les entreprises, les PME de la CEDEAO peuvent compétir ou s'installer dans n'importe quel pays. Rien qu'au Nigeria, il y a plus de 16 millions de PME, plus que la population du Sénégal. Et ces PME sont accompagnées. Alors, si on rentre dans une logique de compétition, je suis sûr qu'on ne pourra pas faire face. Dans cette loi, on pourra revenir une autre prochaine fois, on peut le partager. Il y a tout un ensemble de mesures d'incitation. Parce que dès lors que le problème c'est un manque de tissu, l'orientation de la loi, c'est un nouveau paradigme, c'est le problème de l'incitation. C'est de l'incitation au niveau du statut et de l'accompagnement, des incitations fiscales, des incitations en matière de financement, des incitations également en matière d'accès au marché public. Et l'analyse qui a été faite était très approfondie puisque nous avons vu que le tissu des PME est d'abord constitué de très petites entreprises. Ensuite, il y a les petites entreprises et les moyennes entreprises. Et la vision, c'était quoi? C'est comment tirer les gens de l'informel vers la petite, la très petite jusqu'à la moyenne entreprise. Et pour chaque catégorie, il y a des mesures spécifiques qui ont été décidées, définies et déclinées. Malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais cette loi n'est toujours pas mise en œuvre. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que cette loi soit votée, qu'elle soit mise en place, qu'il y a une incapacité de la mise en œuvre? Mais je crois que ce n'est pas une question justement d'arsenal juridique, parce que la loi, elle est là. L'applicabilité de la loi pose problème. C'est parce que aussi, il ne faut pas oublier que nous vivons dans un pays en développement. Et il y a énormément de PME ou start-up par exemple. Le problème se trouve au niveau de l'encadrement. Il y a beaucoup d'informels au Sénégal. Beaucoup d'informels. Donc même pour élaborer une loi fiscale par exemple, c'est tout un tas de problèmes. Donc il faudrait assainir ces milieux-là et encadrer les PME. Il y a beaucoup de PME. La loi est là. Pourquoi justement on a du mal à l'appliquer? C'est la question qu'il faut se poser.
Aujourd'hui, le problème, c'est vraiment appliquer cette loi. Mais qu'est-ce qui Et fait pourtant, que elle est là. Depuis 3 ans que cette loi a été votée, et on en a parlé, les gens ont travaillé là-dessus, et qu'elle reste dans les tiroirs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de compétence pour faire appliquer la loi ou pas, ou bien c'est une mauvaise volonté du gouvernement, ou bien c'est juste des paroles en l'air? Oui, juste pour corriger, en fait, la loi n'est pas adoptée. Elle n'est toujours pas adoptée, elle est toujours dans le circuit d'approbation. Effectivement. Et donc là, il y a un problème. C'est dû au gouvernement, ça. C'est le gouvernement. Qui va faire son travail. Bien sûr, mais je crois que c'est un manque de volonté politique. C'est tout ça. C'est un manque de volonté. Il faut du courage. Justement. Parce que aussi, il y a beaucoup d'handicaps, il y a beaucoup de problèmes pour l'appliquer. Hein? Donc, Et face aux enjeux aujourd'hui, avec le pétrole, le gaz, les nouvelles ressources, aujourd'hui, les multinationales qui s'installent, qui viennent accompagnées par leur presse, entre guillemets, qui les accompagnent en termes d'influence, est-ce qu'il y a une stratégie en interne au Sénégal, ou bien on va se faire bouffer encore? Ah non, mais je crois que non, il faut vraiment réguler, il faut mettre de l'ordre. Parce que les entreprises étrangères qui vont venir s'installer et investir au Sénégal veulent agir aussi dans un cadre juridique stable. Oui, non, ça il faut tenir compte de ça. Et je pense qu'il y a des initiatives que le gouvernement a prises, mais qui peut-être ne sont pas suffisamment connues. Là, sur la loi sur les PP, sur le partenariat public-privé, il y a des dispositions qui obligent en fait les investisseurs potentiels à avoir un partenaire sénégalais jusqu'à 30% du taux. Ces dispositions d'ailleurs ont été reprises dans la loi sur les PME et plus que ça, on pense que c'est normal. Tous les pays commencent à se développer. Sur certains secteurs, ne peuvent pas avoir des entreprises compétentes. On a besoin d'entreprises étrangères qui soient fortes. Mais il faut faire en quelque sorte qu'il y ait un transfert de technologie et pour cela, ce qui est proposé dans cette loi, c'est que tous les investisseurs qui viennent sont tenus d'avoir des sous-traitants parmi les PME nationales. Absolument. Et le Sénégal a encore l'instrument puisqu'on a la bourse de sous-traitance qui existe, qui est gérée par des gens très compétents. Réellement, ça se fait. Réellement, ça ne se fait pas parce que on n'a pas encore validé cette loi pour obliger les gens à passer par la bourse de sous-traitance. Aujourd'hui, si vous venez, vous n'avez pas l'obligation de passer par la bourse, vous n'êtes pas obligé de sous-traiter. Donc, il va falloir qu'on adopte cette loi sur les PME parce qu'en fait, l'enjeu, c'est les PME, c'est pas les grandes entreprises. Parce que nous n'avons pas de grandes entreprises, nous n'avons presque pas. Donc nous, c'est comment faire en quelque sorte que les grandes entreprises étrangères qui viennent puissent être obligées de sous-traiter une grande partie avec des entreprises nationales fortes. Et pour que ces entreprises nationales soient fortes, il faut qu'elles soient dans la bourse de sous-traitance pour qu'elles soient mises à niveau et qu'elles soient suffisamment qualifiées pour que toutes les entreprises étrangères qui viennent ici, on leur demande de passer obligatoirement par la bourse de sous-traitance. À partir de ce moment, le problème, il est à 80% réglé. Deuxièmement, nous avons proposé dans cette loi, et je crois que l'État aussi est en train de travailler là-dessus, qu'on segmentise les marchés en disant jusqu'à tel marché, jusqu'à tel taux, c'est réservé à des entreprises de telle taille, à telle haute, etc. Il y a également des réformes à faire au niveau de la CEDEAO et de l'IMOA. L'IMOA, par exemple, quand on parle d'entreprise nationale, c'est pas d'entreprise nationale. Le concept n'existe pas. C'est le concept d'entreprise de droit sénégalais ou de droit de l'IMOA. Donc, vous êtes une entreprise étrangère, vous pouvez venir vous installer et aller à 2 jours à l'APIX, vous avez votre agrément, vous êtes une entreprise sénégalaise. Or, le problème, c'est qui a le capital. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire les grandes entreprises qui vont venir s'installer ne vont pas vouloir traiter avec des petites entreprises. Alors, j'ai entendu lors de la visite du président Erdogan, le président Macky Sall, qui lançait un appel justement aux entreprises étrangères de venir investir dans certains secteurs, comme l'agriculture, la santé, le tourisme, les ressources naturelles. Les ressources naturelles, justement, le pétrole, le gaz, etc. Demandent énormément de capitaux, beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise sénégalaise, à ce que je sache, qui soit capable, justement, de coopérer avec les entreprises partenaires qui vont venir, ou qui manifestent en tout cas la volonté de venir s'installer au Sénégal. Si on prend le cas de l'appel du président, par exemple, par rapport aux Turcs pour l'arachide, si on regarde les statistiques, les Turcs ont besoin de notre huile d'arachide, n'ont pas besoin de notre arachide. Donc, l'idée, c'était comment transformer sur place et leur vendre notre huile. Vous savez que la Turquie exporte même de l'huile raffinée d'olive, mais elle importe de l'huile brute et qu'elle transforme en produit intermédiaire. Le marché turc est un marché intéressant pour ça. Et l'avantage de la Turquie, c'est que la Turquie exporte beaucoup de machines-outils.
de matériel dont nous avons besoin. Or, comme le disait Cheikh Anta Diop, pour industrialiser l'Afrique, il faut une industrie industrialisante. C'est-à-dire il faut des machines-outils. Et c'est là où on peut avoir une collaboration extrêmement intéressante avec la Turquie pour importer des machines qui nous permettent de transformer sur place et de leur vendre voilà, et d'avoir la valeur ajoutée ici. Et nous pouvons le faire. On n'a pas besoin que les Turcs viennent investir ici une raffinerie. Parce que j'ai entendu aussi un peu de dire, bon, ok, ils peuvent venir installer. Non, en fait, nous avons des unités qui sont là. Il faut les renforcer. Il faut les renforcer. Et peut-être pousser les gens à créer d'autres unités. Et que l'huile soit exportée lorsqu'on a satisfait, puisque déjà, ce qu'on importe, nous, en huile transformée, c'est déjà beaucoup. Donc, il va falloir, par exemple, sur ce créneau-là, travailler avec les Turcs sur cet aspect. Mais Ibrahim, je salue vraiment la coopération sud-sud, c'est-à-dire Sénégal, Turquie, Sénégal, Inde, Sénégal, Chine. Mais ne jamais oublier aussi que les Turcs et les Chinois, c'est des fonds de business. Mais c'est ça, tout à fait. Mais le problème, par exemple... de philanthropie, hein. Non, le problème, par exemple, de l'arachide, de l'huile d'arachide. Parce que l'arachide sénégalais a été diabolisé, une fois, sur le marché international. Et bon, maintenant, on ne parle plus de détérioration des termes de l'échange, dont parlait le président Senghor. Mais ce problème-là Mais le fond du problème demeure toujours. Parce que au niveau international, l'arachide ou l'huile sénégalaise qui provient de l'arachide est toujours pas très compétitive. Alors donc, je crois que le marché turc serait vraiment une aubaine pour faire mais comment justement dans ce marché turc gérer les intérêts du Sénégal? Non, mais il faut traiter d'égal à égal. Il n'y a pas de problème parce que aujourd'hui, alors le Sénégal par exemple, où les pays en développement n'avaient pas de droit de veto, leur voix n'était pas prise en considération. Donc il y avait un diktat. On fixait unilatéralement les prix des productions qui viennent d'Afrique ou des pays en développement d'une manière générale. Mais donc, aujourd'hui, ce problème ne se pose plus. Le Sénégal peut imposer aussi, disons, ses conditions. Nous sommes des partenaires commerciaux. Et je crois que l'avantage du rapport Sud-Sud, c'est que ces pays ont besoin, sont dans une logique politique de se positionner. Tout à fait. Sur le plan stratégique. Et c'est des pays également où le pouvoir central, le pouvoir politique est fort. C'est différent de nos rapports avec... Mais en ce moment, comment gérer l'influence des pays qui ont eu à coloniser le Sénégal dans cette entrée de ces pays-là dans nos marchés? Parce qu'il y a quand même une bataille que mènent les pays comme la France et d'autres pays par rapport aux pays du Sud qui veulent investir au Sénégal, par rapport à la Chine, par rapport aujourd'hui à la Turquie, parce qu'on a vu que le Premier ministre Manuel Valls disait qu'il faut qu'il y ait une coopération entre la France et la Chine pour que, que la France joue une sorte d'intermédiaire pour la Chine pour entrer en Afrique. Oui, mais c'est trop tard. Mais maintenant, nous sommes des pays souverains. Je pense que c'est trop tard. La France a regardé pendant... L'idée est là. Oui, il est là, mais je pense que pendant un certain temps, la France avait délaissé la coopération avec nos pays. Mais elle veut jouer maintenant dans la sous-traitance. Maintenant, il veut revenir. Mais entre-temps, la Chine ne l'accepte pas. Le Sénégal a signé avec la Chine un accord de partenariat stratégique. Ce n'est plus même un partenariat de coopération, mais stratégique. Ça veut dire que la Chine n'accepte pas que quelqu'un soit entre lui et le Sénégal. Et le Sénégal non plus. Je pense que nous avons tellement diversifié nos relations. Cheikh Anta disait à l'époque que boy bot nit bu demee ba ëpp la doo ko mënati boot. Exactement. Et en fait, la France a cherché à nous porter, mais là, on est en train de... Nos besoins, notre démographie, la croissance, les ressources que nous avons dépassent maintenant la capacité de la France à nous contrôler. Et les rapports de force nord-sud, l'émergence des pays intermédiaires, comme il a dit, sud, est telle qu'aujourd'hui, nous devons simplement faire preuve d'intelligence et éviter certains conflits. Mais aussi, je pense qu'on a besoin d'être très solidaires avec nos gouvernants sur ces questions-là. Un besoin politique que nous soyons solidaires avec nos gouvernements et que nous cessons également de répéter et de mettre dans la tête des populations que c'est la France qui nous domine, c'est la France qui est toujours là, etc., que les intérêts français sont dominants. Alors qu'en réalité, ce n'est plus le cas. Quand on regarde objectivement les faits, la France a beau vouloir faire une chose, elle ne peut pas. Parce que elle a déjà suffisamment de retard de développement et les autres ont entre-temps eu des progrès énormes. Et en termes d'offres, de moyens, ils ne sont plus capables de nous offrir les moyens. Donc, regardez Diamniadio. Moi, j'étais, comme vous le savez, dans la formulation de ce programme.
on a été combattu à l'époque, y compris par les Français et par beaucoup d'autres, parce que les gens estimaient que c'est trop pour le Sénégal de vouloir créer une ville nouvelle et de créer une plateforme. Aujourd'hui, qui nous permet de le faire, c'est la Turquie. Mais Ibrahim, Alassane, pour revenir justement, rebondir sur le fait que la France est en perte de vitesse. La Turquie... Mais elle a une stratégie pour revenir. Mais est-ce que cette stratégie va passer? Parce que, regarde, la Turquie, la coopération turque, donc sénégalo-turc, est forte de 24 accords. Et d'ailleurs, lors du séjour du président Erdogan, il y a 4 nouveaux accords qui ont été signés encore. Donc ça fait 28 accords. C'est énorme. C'est très important. Et donc voilà, je pense que on est sur cette lancée, disons, de l'émergence. Est-ce que c'est avec cette perte de vitesse que la France commence aujourd'hui à ouvrir ses frontières en disant oui, on donne beaucoup plus de visas aux étudiants sénégalais qui doivent venir là-bas? Tout ça, c'est de l'influence aujourd'hui. C'est de l'influence. Les élites sénégalaises formées en France deviennent quelque part les porte-voix de la France en Afrique. Mais Alassane, oui, justement, il y a une prise de conscience de la part de la France. Parce que la France s'est rendu compte qu'aujourd'hui, même les étudiants sénégalais ne vont plus en France. Ils vont vers l'Inde, vers les États-Unis, vers l'Amérique du Nord, etc. Les pays arabes. Mais les pays arabes. Donc voilà, la France n'est plus attractive sur ce plan-là. Franchement. Allez-y par exemple en Inde, il y a même en Chine, il y a énormément d'étudiants sénégalais. Mais au fond, dans toute cette politique-là, qu'est-ce que les Sénégalais gagnent? Le Sénégal lambda, celui qui a Fongolembi, celui qui a Djidakhar là-bas, est-ce qu'il sent toute cette stratégie-là et toute cette politique-là dans son quotidien? Difficile à dire. Je pense que je reviens toujours à ma centralité sur les PME. Le Sénégal ne pourra pas le sentir tant qu'on n'a pas des entreprises qui servent de relais. Donc il faut des TPE. Il faut des TPE. Voilà. Il faut renforcer très peu d'entreprises. Et ça, je pense que il faut que le gouvernement et que tout le monde s'accorde sur la nécessité d'aller vers disons, l'électrification universelle, le plus tôt possible. Tant qu'on n'a pas d'électricité partout, dans tous ces coins, on ne peut pas. Et le solaire? Le solution? Le solaire, c'est une solution. Mais en tout cas, il faut que ça soit, le service public de l'État doit être partout présent. Et je pense que l'actuel gouvernement est en train de travailler là-dessus, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Si vous voyez ce qui est en train de se faire avec le PUDC, avec les PUMA, les perspectives, si vous voyez le taux d'électrification, comment il a augmenté, je pense qu'il faut qu'on encourage cela et qu'on aille beaucoup plus loin. Et en ce moment, je donne un exemple. Si on met l'infrastructure comme Ila Touba, que la Chine nous permet de faire. Nous avons fait des études, j'ai fait des études en appui au PUDC, au PNUD, sur cette question pour voir comment est-ce que dans la zone de Ferlo, on peut régler le problème du lait. Vous savez que nous importons beaucoup de lait, près de 60 milliards par an. Absolument, 60 milliards. Oui. Absolument. Or, les gens sont en train de jeter le lait par... le lait, oui. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de système de conservation et de transport. Absolument. Aujourd'hui, avec Ila Touba et avec la route qui est en train d'être faite entre Dara et Touba, les gens pourront transférer ce lait-là vers les grandes industries qui sont à Dakar, et les négociations ont commencé, en moins de 3 heures, 4 heures. Et en ce moment, on règle définitivement ce problème. Et là, on aura l'impact sur la TPE, sur le producteur, qui est dans son coin là-bas et qui peut, avec le solaire, etc., stocker son lait et le vendre. Mais il se pose juste le problème de formation aussi, des TPE par rapport justement aux règles de gestion, de tout, parce qu'au Sénégal, les gens constatent aussi que les PME, les TPE meurent en moins de 6 mois ou bien 2 ans. Mais parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Il faut les encadrer. Pourtant, il y a des TPE, même si on ne les appelle pas TPE. Elles sont là, donc c'est des petites entreprises, donc informelles. Il faut seulement un cadre juridique, il faut réglementer, il faut les accompagner aussi, les encadrer. Alors je voulais rebondir un petit peu sur aujourd'hui les infrastructures, Ila Touba, etc. L'État a pris une bonne initiative justement de se lancer sur cette voie-là, mais il peut mieux faire. Exact. En quoi faisant? En quoi faisant, bien entendu. C'est-à-dire, l'État peut s'engager encore plus en donnant des moyens aux experts, parce que c'est facile d'avoir des initiatives, mais il faut aussi mettre justement la main à la poche pour financer les études, les recherches. Parce que
comme disait justement Valéry Giscard d'Estaing, il disait, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc au Sénégal, quand même, il y a des chercheurs qui trouvent. Exactement. Peut-être qu'il y a un problème entre l'État et l'université aujourd'hui. Vous allez voir qu'est-ce qui est fait au niveau de l'université qui peut servir le pays, que le gouvernement ne soit pas aujourd'hui dans une sorte de frilosité vis-à-vis de l'université, en pensant que les intellectuels qui sont là-bas veulent prendre le pouvoir. Absolument. Exact. Et je pense que c'est le gros problème parce que nous avons des laboratoires, même dans les politiques publiques. Vous avez le LARTES. Tout à fait. Un laboratoire sur les politiques publiques qui fait un excellent travail que le gouvernement, dont les autorités ignorent. Et qu'il doit, s'il s'approprie de cela, je pense qu'on peut faire énormément d'économies. Et je pense que sur beaucoup d'autres domaines, vous avez les instituts de recherche agricole, qui font l'ITA, vous avez l'ITA qui fait un énorme travail. Et tout ça doit être valorisé, mais il faut il y a un lien. Voilà, il faut un lien. Et que ce lien soit effectif, du point de vue de l'action, justement. Le gros problème qu'on a dans nos pays, les gens estiment que c'est le temps de l'action. Quand on dit il faut y aller, il faut travailler, il faut faire avancer les choses, mais là-bas c'est le désert. Hein? On parle beaucoup dans les séminaires, mais quand il faut appliquer, il y a un problème. Mais non, comme on l'a si bien dit avant, le problème c'est l'application. Franchement, les idées ne manquent pas. Même quelquefois, il y a des lois qui sont votées, mais on a du mal à les appliquer. Le problème, c'est l'application. Et il faudrait justement se poser la question, pourquoi l'application pose problème? C'est ça. Et peut-être c'est là où il faudra demander aux laboratoires de recherche de l'université de travailler davantage pour qu'on comprenne qu'est-ce qui fait qu'on est lent à faire des réformes et pourquoi on est lent à appliquer les choses sur lesquelles on s'entend. Parce que sur ce plan, il y a effectivement des problèmes. Parce que d'ailleurs, le discours, accélérer la cadence, tout cela montre qu'il y a une conscience des autorités de ce problème. Quand vous lisez chaque fois les résolutions du Conseil des ministres où le président revient et insiste, etc., c'est qu'on sent aussi qu'il y a une frustration quelque part de l'autorité politique que les choses n'avancent pas comme ça devait se faire. Mais est-ce que les outils ont été mis en place pour justement contrôler, pour voir si les choses avancent? Par exemple, dans des pays modernes comme au Rwanda, en Malaisie, à Singapour, quand on confie un dossier à un responsable, il y a un suivi qui est fait par rapport à son dossier, pour savoir s'il est capable de faire le travail. L'évaluation. Oui, mais les schémas sociaux au Sénégal sont différents, franchement. En Malaisie, à Singapour, ça c'est autre chose. Mais ici, c'est difficile d'appliquer. Est-ce qu'on peut confier à un responsable un dossier dans ce pays où le responsable n'arrive pas à terminer le dossier, ne travaille pas sur le dossier, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien du tout? C'est la faute de l'autorité politique alors. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire, il faudrait aussi, disons, prévoir des sanctions. C'est-à-dire un arsenal juridique qui prévoit de la coercition. Si on vous confie des missions que vous n'accomplissez pas, vous tombez sous le coup de la loi. Ça, il faudrait justement pour éviter certains laxismes. C'est très important. Ibrahim, est-ce que c'est pas ce laxisme aussi qui arrive aussi à nos enfants aujourd'hui? On trouve une psychose à Dakar aujourd'hui où il y a l'enlèvement des enfants, le rap des enfants. De plus en plus, les gens en parlent dans les radios. Peut-être que c'est de plus en plus c'est médiatisé. C'est des choses peut-être qui ont toujours existé. Mais le fait qu'aujourd'hui, qu'on est dans une situation où les parents ont peur que les enfants sortent, est-ce que l'État a fait le travail qu'il devait faire, mais aussi les parents aussi, par rapport aux enfants? Je crois que c'est réel, hein. Il y a un problème de psychose. Maintenant, l'information, les réseaux sociaux amplifient et donnent une dimension à des choses peut-être qui sont, je dirais pas universelles, mais qu'on trouve partout et qui étaient encore là. Je reviens toujours au professeur Charles Diop qui disait il faut toujours faire une analyse diachronique et synchronique, c'est-à-dire comparer les choses et ensuite voir du point de l'histoire avant de dire que c'est nouveau ou c'est un phénomène. Par contre, pour moi, c'est parce que il y a l'émotion autour de ça. Mais il y a plus grave. Plus grave, c'est la situation des talibés. La situation des enfants est beaucoup plus grave que ça. Ça, c'est les épiphénomènes extrêmement dangereux. Mais vous avez à peu près 600 000 enfants au Sénégal qui sont hors du système scolaire. Ça, c'est plus dramatique. Et que le gouvernement avait mis en place un programme de lutte contre la mendicité qui a lamentablement échoué. Hein. Mais les enfants sont toujours dans la rue. Vous avez 30 000 enfants qui sont dans la rue, qui sont quotidiennement dans la mendicité. Ça, c'est les rapports officiels. Le gouvernement a élaboré une stratégie nationale de la protection de l'enfant depuis 2013. Là aussi, on a des problèmes d'application. Et quand vous regardez les ressources qui sont allouées à ce programme-là, c'est epsilon. Vous avez à peu près moins d'1 milliard, 875 millions environ,
pour un programme aussi important. Et ça, je dis, c'est les fonds cumulés depuis 2010. Donc, avec cette allocation de ressources, ça ne traduit pas la volonté politique qui est affirmée. Absolument. Et donc, on est aujourd'hui, quand j'étais au MCA, on était confronté à ce problème parce que vous savez qu'il y a un rapport qui sort sur le trafic des enfants. On était souvent classés tiers 2. Vous savez, il y a un classement. Il y a les pays tiers 1 qui sont bons. Il y a les pays tiers 2 qui quand même moins bons. Et il y a les pays tiers 3. Tiers 2, watch list. Ça veut dire que maintenant, on vous surveille. Parce que vous êtes en train de tomber sur le 3. Et si vous êtes ça, on bloque les financements américains. C'est même pas seulement l'MCI, parce que c'est contrôlé par le département, pas par le département, mais par le Congrès. Il y a un rapport qui est fait. Aujourd'hui, le dernier rapport qui est sorti, on est toujours sur le watchlist 2. Ça veut dire que on considère, et dans le rapport, on dit qu'il y a une application minimale de la loi. Il y a des lois, c'est un effort qui a été fait, mais il y a une application minimale de la loi. Mais pourquoi justement la loi est appliquée de façon minimale? Est-ce que les gouvernants gèrent peut-être ce qu'ils appellent les porteurs de voix, des politiciens ou bien des marabouts qui vont envoyer les jeunes, les enfants dans la rue pour vivre aujourd'hui de ce que les enfants ramassent dans la rue aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'il y a un problème d'application de la loi dans ce pays? Alassane, avant de répondre à votre question, j'aimerais justement parler des causes. Pas seulement des conséquences aujourd'hui. Il y a une recrudescence de la violence, faite aux femmes, aux enfants, etc. Donc il faudrait pourquoi par exemple aujourd'hui la mendicité croît de plus en plus. Alors au Sénégal on nous dit qu'il y a les daara. Donc voilà, c'est une question d'initiation et d'apprentissage à la vie. Mais on peut apprendre la vie. On peut faire ses humanités sans mendier. Parce que nous sommes un pays à 95% de musulmans. On sait que la mendicité, telle que ça se faisait avant, donc a plus d'autres formes et a changé. Personne n'est contre la mendicité. Mais maintenant, c'est devenu un business. Mais c'est devenu exactement. C'est devenu un business. Et est-ce que vous savez que, par exemple, j'avais fait un reportage avec Jacques Bounicourt à l'époque d'Atiers-Monde. Et Jacques me disait, parmi les mendiants qui sont là, il y a des polygames. Et ces polygames ne vivent que de mendicité. Surtout les enfants. Et puis, ils utilisent des enfants aussi. Parce que quelqu'un qui a 4 épouses, qui envoie ses 4 épouses mendier, lui, il mendie aussi. Et il envoie après ses enfants mendier. Et le soir, donc, ils se regroupent, ils se retrouvent quelque part pour faire les comptes. On a justement, il y a une loi qui a été prise contre la mendicité. Mais cette loi, qu'est-ce qu'elle est devenue? Aujourd'hui, elle dort quelque part dans les tiroirs. Mais est-ce que cela n'est pas encouragé aujourd'hui par aussi les aspects culturels chez les Sénégalais? Ils s'arrêtent le matin, il faut donner de l'aumône pour conjurer les mauvais sorts. Notre esprit de obscurantiste là. Oui, je pense que c'est un vieux problème depuis la grève des Batous. Avec et voilà, les offrandes. On se rappelle également du film de Nyangan, vous vous rappelez, de Mahama Johnson Travers. Donc c'est des vieux problèmes qui sont là, structurels, mais on ne doit pas prendre ça comme prétexte pour dire que c'est culturel. C'est trop facile de tout mettre sur cela. Les gens ont toujours les moyens de faire leurs offrandes, sans faire mendier l'organiser, oui. De manière organisée. Mais là, je pense que la dimension politique, elle est importante, parce que pour avoir suivi ce dossier plusieurs fois, lorsque le Premier ministre à l'époque, Néné Ndiaye, avait pris des mesures, mais c'était très sincère et c'était bien des mesures. Mais après, il y a eu des pressions politiques. Je pense que le gouvernement de pressions maraboutiques. Oui, mais c'est même pas maraboutique, c'est des groupes de pression de soi-disant, enfin, de gens qui se disent associations de marabouts, et qui peut-être ne comprennent pas bien les enjeux. Certains peut-être sont honnêtes, mais d'autres on pense que c'est douteux. Mais dans tous les cas, la loi c'est la loi. Les enfants ne doivent pas être dans la rue, exposés. Il faut appliquer la loi, mais cette application, c'est pas seulement le gouvernement, c'est les juges aussi. Parce que quand on dit application minimale de la loi, si vous voyez le rapport sur cette question, beaucoup de gens ont été traduits en justice. Ça veut dire que la police a fait son travail sur toute la filière. Arrivé chez le juge, c'est le juge qui applique la truc minimal. Ils sont libérés. Voilà, ils sont libérés ou bien voilà. Donc c'est tout le monde qui doit jouer le jeu, y compris la justice. Et on doit insister pour que la loi soit appliquée
dans toute sa rigueur pour le cas de ces trafics qui sont des faits avérés. Parce que les cas qu'on a amenés en jeu, c'est des faits avérés. Donc, mais malheureusement, c'est... Mais moi, je vois que même, par exemple, il faut s'interroger sur la nationalité des mendiants aussi. Le Sénégal importe beaucoup. Mais tout à fait. Mais justement, des pays voisins. Du Mali, de la Gambie. Exactement. Parce que quand on sillonne les rues de Dakar, il y a par exemple des familles, on se rend compte que ce ne sont pas des Sénégalais. Mais bizarrement, dans les pays de la sous-région, il y a des pays où il n'y a pas de mendicité. Mais il n'y a pas de mendicité. En Guinée, par exemple, on ne voit pas autant de mendiants dans la rue. Mais c'est ça. Comme au Sénégal. Parce que, disons, un étranger qui vient pour investir au Sénégal, mais quand il voit la mendicité qu'il y a dans les rues de Dakar, mais il va se poser la question, il va dire, mais ici, donc voilà, c'est un pays d'affamés. C'est vrai que la mendicité est un fait culturel et cultuel. Mais quand même, bon, on ne doit pas quand même la professionnaliser. Exactement. Voilà, le troisième point de notre débat, c'est par rapport à la situation politique dans le pays, cette sorte de guérilla entre opposition et pouvoir. On a vu ces derniers jours l'opposition sortir une déclaration du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye en disant que le ministre a fait une déclaration qui n'est pas conforme à sa fonction. Est-ce que Aly Ngouille Ndiaye lui-même a fait une sortie avec les gars de la paire en disant que c'est de la manipulation, que ses propos ont été travestis? Est-ce que aujourd'hui, cette situation de guérilla dans laquelle nous sommes aujourd'hui est lourde de conséquences pour le pays? Moi, je pense que Aly Ngouille Ndiaye est dans son rôle parce que depuis que le Sénégal est Sénégal, les ministres de l'Intérieur ont une sensibilité politique. C'est vrai que cet écart langagier aurait pu être évité. Bon. Mais quand même, quand on organise, et je pense que même sa sortie ne peut pas influencer le vote des Sénégalais, parce que le fichier électoral sénégalais est un des meilleurs, il est très fiable, disons à 99%. J'ai couvert des compétitions électorales à travers le monde, mais je me suis rendu compte que franchement, le fichier électoral, bon, pour une sortie peut-être inappropriée d'un ministre, aura des conséquences minimales sur le choix des Sénégalais. Oui, mais je pense que je partage son point de vue sur le fait qu'on aurait pu éviter cela. Mais je pense que, tel que j'ai suivi l'émission, Aly Ngouille Ndiaye en tout cas, a été très sincère. Ses propos sont sincères. Il est honnête, il est sincère. Il dit clairement ce que lui, il va faire en tant que militant politique. C'est ça. Peut-être le moment n'est pas approprié, peut-être que le contexte n'est pas favorable, peut-être qu'il aurait été un bon politicien, il n'aurait pas dû le dire, parce que je trouve qu'un bon politicien, peut-être classiquement, ne dit jamais ce exactement. Voilà, mais il a été très clair, en tant que militant, il va tout faire pour que ces gens s'inscrivent, mais il n'a pas dit, si je comprends bien, qu'il va utiliser sa position, parce que c'est impossible d'utiliser sa position. Est-ce que le fait d'avoir une casquette politique en même temps de l'intérieur ne tient pas encore la confiance? Mais non, mais Alassane, Senghor a toujours dit que d'abord, je tiens compte de la confiance, ensuite la compétence. Aly Ngouille Ndiaye, si aujourd'hui il est ministre de l'Intérieur, c'est parce que le président de la République a confiance en lui. Donc voilà, il s'est exprimé en tant qu'homme politique et non en tant que ministre de l'Intérieur. Je dis encore une fois que cet écart langagier aurait pu être évité. C'est tout. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que dans les standards internationaux, on voit que les pays les plus développés, il n'y a pas de problème qu'un ministre de l'Intérieur soit en politique. Bon, surtout que la bataille politique au Sénégal, j'ai participé en fait pendant longtemps, quand c'était vraiment difficile, la bataille c'était toute la chaîne. Et on s'est battu jusqu'à d'abord pour que le jour du scrutin, il n'y ait pas possibilité de bourrer les urnes. Avant d'ailleurs au temps de Senghor, avant même de bourrer les urnes, avant même que les gens se mettent à compter, on avait les résultats. Maintenant, sur la chaîne, cet aspect n'est plus possible. Là où il peut y avoir des problèmes, c'est au niveau du fichier. Et comme il a dit, au-delà de la fiabilité, la bataille que devraient mener les Sénégalais en termes de démocratie, c'est qu'il y ait une inscription universelle, si je peux l'appeler ainsi. Que tout le monde soit inscrit. À partir de ce moment-là, il ne peut plus y avoir de préférence pour Jean-Paul. Et le fait de coupler, parce que j'ai travaillé un peu à appuyer la CEDEAO sur un certain nombre de questions, et le discours que je vois dans ces milieux, c'est de dire on doit faire comme le Sénégal,
coupler la carte d'identité à la carte d'électeur. Comme ça, on est sûr que le maximum de gens seront inscrits, même s'ils ne veulent pas. Et c'est ce qui est en train de se passer, parce qu'on est à combien? 7 millions, je crois, de Sénégalais qui ont plus de 18 ans. Et on est à 6 500 000. Donc, on est presque à l'universel. Donc, si on est à l'universel, que Ali Ngouille veuille inscrire ou ne pas inscrire ces personnes, ça ne change rien. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir quand même la confiance entre les partis pour qu'aujourd'hui qu'on aille vers un scrutin tranquille et qu'on puisse voir celui qui a gagné de façon démocratique et claire? Non, mais il faut le dialogue, il faut dialoguer. Il faut se parler. Parce que au niveau pour, par exemple, le couplage carte d'électeur, carte d'identité, il y a énormément, pour pouvoir voter, il faut d'abord être détenteur de cette carte. C'est ça. Et il y a énormément, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore leur carte. Qui n'ont pas leur carte. C'est là la bataille. Ça, c'est ça. Je pense que la bataille doit se faire pour que tout le monde ait sa carte, que le maximum de gens s'inscrivent. Oui. Et maintenant, je pense que pour décrisper la situation, puisqu'on a une situation bloquée, l'opposition joue son rôle, c'est normal qu'il trouve un argument, un élément pour s'accrocher là-dessus et pour créer la pression. Moi, je pense que il y a aucun problème que normalement le président puisse dire, OK, sur la partie organisation des élections, parce que c'est pas le ministère de l'Intérieur qui est en cause, c'est l'organisation du scrutin, que le directeur des élections, ou en tout cas la direction des élections, soit érigé en ministère ou en délégation, comme les gens le demandent. Et du coup, le problème, il est réglé. Je pense que, en fait, tel que je vois les choses, c'est peut-être la solution pour calmer, mais surtout que l'opposition, que tout le monde se mette à travailler sur les contenus des programmes. Parce qu'à mon avis, cette bataille-là, elle empêche de voir les questions qui intéressent les citoyens que nous sommes. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens proposent comme alternative au PSE? Sur chaque programme, quel est le bilan qu'ils ont fait des forces et des faiblesses? Et qu'est-ce qu'on propose pour améliorer ou bien pour changer de paradigme ou de direction? Je pense que c'est là où on attend le plus le débat politique. Malheureusement, ces questions vont, disons, parasiter voilà, le vrai débat. Et on est à moins d'1 an des élections. On n'aura pas une visibilité sur le programme. Mais je pense que le peuple sénégalais est un peuple mûr politiquement. Et je crois que le président de la République, en premier lieu, le président de la République, je crois qu'il va donner une suite favorable à cette requête-là. Peut-être il va pas, limoger Ali Ngouille Ndiaye, mais il va créer un organisme chargé d'organiser les élections. Je crois. Parce que vraiment pour apaiser aussi. Le dernier point, c'est que l'actualité nous a rattrapé aujourd'hui, c'est la sortie de Youssou Ndour, qui est membre de Benno Bokk Yakaar, qui avait quitté Benno Bokk Yakaar et qui aujourd'hui a fait une sortie qui va être diffusée aujourd'hui à midi en disant qu'il est déçu de la démarche et de la marche de Benno Bokk Yakaar. Quelle lecture en faites-vous? Cher Anta Diop, je reviens toujours à lui, mes références sur beaucoup de choses, disait toujours un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et c'est un peu, il dit, quand il y a un coup de tonnerre dans un ciel serein, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et peut-être il y a quelque chose qui est derrière que nous ne savons pas, que nous ne connaissons pas. Le moment est choisi, la période est choisie, et le fait que, avant même que l'interview ne sorte, que tout le monde soit au courant du contenu, tout cela montre la professionnalisation, en tout cas le professionnalisme de Youssou Ndour et de son groupe, pour que l'attention soit portée sur l'ensemble de ce qu'il va dire. Et tant qu'on n'a pas écouté l'ensemble, il sera difficile de se prononcer. Mais de toute façon, un coup de tonnerre dans un ciel serein, il y a quelque chose. Je crois que, la politique, ce n'est pas de l'arithmétique, c'est de l'alchimie. Et si Youssou Ndour a fait une sortie pareille, il a ses raisons que nous ne connaissons pas. Mais de toute façon, le temps nous donnera raison. Il a ses raisons et s'il l'a fait, il l'a fait aussi sciemment. Parce que le choix du moment pour faire cette sortie n'est pas anodin. Il faudrait s'interroger sur, déjà, pourquoi il le dit, mais aussi ses motivations. Donc nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Oui, mais et dans le discours, ce que je vois, moi, ce que j'entends, ce que j'ai entendu, j'ai pas tout entendu, peut-être que c'est dans l'interview, ça va être là. Ce que j'entends en termes de déception, c'est pas dans la résolution des problèmes des Sénégalais. C'est pas dans la réponse à la demande sociale. C'est pas dans les orientations stratégiques ou politiques. Ce que j'entends, c'est des comportements. Si je comprends bien, c'est des attitudes, des relationnels. Donc, on va voir, est-ce que si c'est ça, peut-être que ça n'intéresse pas trop les Sénégalais ou les citoyens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand ça concerne les programmes, quand ça concerne le vécu des Sénégalais. Mais quand c'est des questions relationnelles, quand c'est des questions de sentiments, quand c'est des questions autres
Là, effectivement, on verra que c'est pas ce qui intéresse les Sénégalais. Est-ce que le tiraillement dans Benno Bokk Yakaar, les querelles intestines qui se mènent entre eux, la paire de Benno Bokk Yakaar, fait que Macky Bolé, est-ce que c'est toute cette atmosphère-là qu'il a fait cette sortie? Mais on ne le sait pas. En tout cas, quand on parle d'alliance, on parle justement d'un assemblage de sensibilités différentes. Donc chacun a ses intérêts, chacun essaie de défendre ses intérêts, chacun essaie aussi, disons, d'atteindre ses objectifs. Mais pour le moment, je ne peux pas me prononcer. Il faut vraiment qu'on aille donc au fin des choses pour pouvoir se prononcer. Est-ce qu'on peut analyser aussi cette sorte-là comme une sorte de contre-feu par rapport à l'ambiance actuelle, au débat actuel, pour capitaliser l'attention sur notre débat? C'est aussi dans les stratégies politiques. C'est également une hypothèse, comme je dis, il y a jamais de fumée sans feu. Donc, c'est toujours possible d'attirer l'attention sur cela et de déplacer le centre de préoccupation des Sénégalais sur des questions compte tenu de l'importance stratégique que l'importance que Youssou Ndour occupe. Et donc, je pense qu'on va entendre également beaucoup d'autres gens faire des attitudes, des comportements de contre-feu. Ça, on l'a su, on le connaît depuis longtemps. Maintenant, je ne peux pas préjuger que Youssou Ndour le fait. Il faudra qu'on attende d'abord d'entendre tout et de voir les réactions des uns et des autres, parce qu'il semble, d'après les premières réactions, les gens disent, bon, dans son discours, il dit, on ne me montre pas, on ne me dit pas où est-ce que je dois aller, etc., etc. Donc, ça donne toujours l'impression d'un conflit de personnalité ou en tout cas d'affirmation de soi, et on entend ce discours également chez d'autres, d'ostracisme, ou etc. Donc, il y a peut-être du tout. Mais en tout cas, le gouvernement a intérêt peut-être à gérer cela, mais peut-être même à faire durer ce débat pour qu'on ne parle pas, pour ne pas donner la parole aux autres. En tout cas, depuis la création de son mouvement politique, Feke Macky Bolé, je suis de très près donc son parcours, son itinéraire. Et Youssou Ndour, je sais que c'est quelqu'un de très ambitieux. C'est quelqu'un de très ambitieux. Et je pense qu'il n'a pas de problème personnel avec le chef de l'État. Mais je sais qu'il veut vraiment, voilà, il veut être au centre de l'attention. C'est une stratégie politique aussi, de communication politique qu'il a faite. C'est une stratégie. Donc s'il l'a fait, il a ses raisons. C'est de l'intelligence stratégique, à ton avis? C'est de l'intelligence stratégique, à ton avis? Tout à fait, absolument. C'est de l'intelligence stratégique, comme tu l'as si bien dit. Oui. Ça va finir comment cette histoire-là? Non, je pense qu'on a vécu beaucoup de choses comme ça qui se terminent après, on n'en parle plus. Ça se règle après. C'est également des moyens de négociation ou de repositionnement ou de redéfinition ou des rapports et des relations. Et après, si cet objectif-là est atteint, les problèmes sont réglés. Maintenant, si c'est stratégique également à long terme, parce que on sait que après les élections, c'est le dernier mandat de Macky Sall. L'après Macky Sall se prépare déjà maintenant. Donc tout cela rentre si les gens sont dans des logiques stratégiques, peut-être que tout cela peut rentrer dedans. Mais attendons encore de voir les faits, parce qu'on a vu beaucoup d'autres cas récemment qui sont sortis, qui ont attiré l'attention, mais après on n'en parle plus. Alors regardons ce qui va se passer. Mais je crois que le poids politique de Youssou Ndour est différent donc de celui des autres. C'est pour cela. Merci à mes invités, à Ibrahima Adja, Dr Ibrahima Adja, socio-économiste et environnementaliste, expert en sociologie rurale, ex-directeur général de Millennium Challenge à Compte Sénégal, à Biram Mboup, journaliste directeur de publication du mensuel Le Courrier africain, à la technique Abdoulaye Diop, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. You're so consumed with how much you get. You waste your time.